Cet entretien se fait avec Louis Lévy-Garbois, qui est actuellement professeur émérite dans notre université, qui a été professeur depuis 1981, donc sur une très longue période, et qui a été l'un des fondateurs de plusieurs diplômes, laboratoires, un élément absolument central de l'UFR de sciences économiques où il enseignait. Donc il va nous exposer d'abord sa formation et les raisons pour lesquelles il s'est intéressé à l'économie et au métier d'universitaire, et puis ensuite quels ont été ses apports à notre université et plus généralement à l'ensemble du métier académique. Merci François. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec toi et très honoré en même temps. Tu as toi-même beaucoup contribué au sort et au devenir de notre université et tu aurais aussi bien pu être à ma place. Simplement, je suis de quelques années plus âgé que toi. Voilà. Donc, avant tout, je voudrais peut-être dire en quelques mots pourquoi j'étais à l'université, juste en quelques mots, et quel a été au fond le but que j'ai essayé de poursuivre dans ma carrière professionnelle et universitaire. En fait, je crois que ma carrière mon but a été d'introduire à l'enseignement un cursus d'économie qui était une matière naissante à l'université française moderne et de contribuer avec beaucoup d'autres à la modernisation de notre université. Il faut bien voir que l'université en France n'a vraiment commencé d'exister qu'en 1968 ou à peu près. Et donc, je suis de cette génération, j'en fais partie, et je crois que j'ai été façonné, déterminé en partie par ça. Voilà, donc c'est ceci donne un cadre, au fond, à mon parcours. Alors, comment suis-je arrivé là? C'est la première chose. Eh bien, d'abord, évidemment, j'ai fait des études au lycée Janson de Sailly, quand j'étais jeune. J'étais un excellent élève, enfin, et un peu bon dans toutes les matières. Et à l'époque, mes parents, c'était une famille nous venions d'Égypte, en fait. Hein. Je suis né au Caire en 1945. Et très vite, ma famille est arrivée en France en 1948, donc j'étais tout petit. J'ai quasiment passé ma vie à Paris et en France. Mais malgré tout, un peu façonné quand même par ce passé familial. Donc, mes parents ne connaissaient pas, et moi, tellement bien la France, tout en étant français. J'étais un peu dans la peau d'immigrés, au fond. Et donc, ils ne connaissaient pas plus le système universitaire français. Donc comme j'étais un bon élève, ils me disaient, bon, il faut que tu passes Polytechnique. C'était ça qu'ils connaissaient, c'était le but suprême. Et moi, en fait, j'aurais bien aimé faire d'autres études, des études de philosophie ou des études plus littéraires, poussant une réflexion un peu plus sur des questions humaines. Mais bon, docile, j'ai préparé et finalement j'ai réussi cette école. Donc je suis entré à Polytechnique en 1965. Voilà. Et là où j'ai découvert un petit peu, d'abord évidemment la vie, après un concours difficile, et puis je cherchais, comme beaucoup de jeunes à l'époque, évidemment, je cherchais ma voie. Bon, j'ai passé en matière toutes les matières possibles. Hein. J'étais même tenté par l'astronomie, vois-tu. Donc, peut-être j'aurais pu découvrir une planète aujourd'hui. Mais finalement, je me suis dit, non, c'est pas ça ma voie, c'est plus les questions qui se rapprochent, au fond, des comportements humains. Et le domaine qui paraissait à la fois scientifique et, à l'époque, et humain, c'était l'économie. Donc je me suis dit, je vais faire de l'économie.
poussé peut-être par un atavisme familial également, puisque mon père avait été notamment banquier, donc voilà. Voilà, donc je me suis dit, je vais faire de l'économie. À l'économie, on n'en faisait pas à Polytechnique. Enfin, si, il y avait plutôt un professeur, un professeur tout à fait charmant d'ailleurs, un inspecteur général de l'INSEE, M. Dumontier, qui nous donnait un cours d'économie, un seul, enfin c'était un petit cours par rapport au reste, et qui n'avait rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie. C'était très institutionnel, bourré d'anecdotes très, très amusantes et intéressantes d'ailleurs, mais très peu d'analyse. Bon, donc l'économie, il fallait en faire, si on voulait en faire, il fallait en faire à la fac. Il y avait Assas, le Panthéon, voilà. Donc c'était tout près d'ailleurs de l'école polytechnique, ça m'arrangeait, puisque l'école à l'époque était sur la montagne Sainte-Geneviève, donc à 2 pas d'ici. Donc il suffisait de faire le mur le soir pour aller suivre quelques travaux dirigés. Donc tu étais un petit peu autodidacte finalement, puisque est-ce que beaucoup de tes camarades à l'IX faisaient la même chose, allaient suivre en dehors de l'IX des cours complémentaires? Alors, je ne sais pas, je n'ai pas suivi ça de près, mais je ne pense pas que beaucoup le faisaient, parce que la plupart ont suivi des voies plus naturelles pour un polytechnicien. Mais nous étions quelques-uns, toutefois, tentés par l'économie, ou par, éventuellement, évidemment, il y en a beaucoup, par la gestion, l'entreprise, etc. Mais c'était aussi des années où l'on favorisait la recherche. Dans tous les domaines, scientifiques et pourquoi pas économiques. Donc l'école proposait un programme de ce qu'on appelait la botte recherche. C'est-à-dire que, au lieu de passer une 3e année, puisque l'école durait 2 ans, et la 3e année était une année de service militaire, puisque Polytechnique est une école militaire, donc au lieu de passer une 3e année vraiment à l'armée, la 3e année, nous pouvions la passer, si on entrait dans la botte recherche, soit en faisant des études complémentaires, soit en effectuant tout simplement ces recherches. Voilà. Et on nous donnait 5 ans pour soutenir une thèse de doctorat et être ainsi exempté du remboursement des frais d'inscription à Polytechnique, qui sont, comme vous imaginez, très élevés. Il n'y avait pas de salaire, c'était juste l'exemption des frais. Hein? Oui, c'était ça. Bon. Voilà, donc je me suis engagé dans votre recherche, comme pas mal de mes camarades d'ailleurs, à cette époque. Ce qui ne veut pas dire que tous ont été jusqu'au bout de leur thèse, ils ont parfois bifurqué. Mais moi, je l'ai fait. Donc, il me fallait trouver une affectation, un laboratoire, au fond, qui m'accepterait et où je pourrais effectuer mes recherches en économie. Ce laboratoire, ça a été le CREDOC, qui était d'ailleurs présidé par ce monsieur Dumontier, notre professeur à Polytechnique. Et c'est donc le Centre de recherche et de documentation sur les conditions de vie. C'est un centre lié à l'INSEE, c'est-à-dire l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'où sortait en tout cas à l'époque la majorité des enquêtes nationales et représentatives. Et c'est simplement, ce centre était spécialisé dans les études de consommation, de manière générale, comportement des ménages, politique sociale, voilà. Donc j'ai effectué des travaux, les premiers travaux sur des données très concrètes, enfin des données d'enquête, moi, en ce qui me concerne, sur les comportements des ménages, les comportements de consommation notamment. Et puis très rapidement, on a fondé aussi une petite cellule, une petite équipe dont j'ai pris la direction. Au départ, j'étais quasiment le seul, donc c'était pas difficile de la diriger. Sur l'éducation. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, entrant au CREDOC, tu as d'abord été confronté à des données avant d'être vraiment confronté à des problèmes théoriques et à des instruments d'analyse. Exactement. Tu as suivi
un trajet un peu différent de l'économiste classique qui apprend la méthode et puis qui ensuite l'applique. Exactement. Je travaillais vraiment sur ces données. Je me rappelle, j'étudiais, je scrutais les données presque individuellement, un à un, même quand il y avait des centaines d'individus dans l'échantillon. Donc, je peux dire que j'ai vraiment appris le maniement des données. Bon, simplement, la difficulté qu'il y avait là pour préparer ma thèse, parce que mon idée, c'était, disons, convenu comme ça lorsque je suis entré au Crédoc, je devais y rester 2 ans, avancer dans mon travail de recherche, me former à la recherche sur le tas, comme tu viens de le rappeler, et partir aux États-Unis, dans une université américaine, pour y passer un doctorat. Et sachant qu'à l'époque, moi je ne connaissais pas l'université française et elle n'avait pas encore une très grande réputation sur le plan international en matière de recherche économique, alors que les universités américaines étaient bien connues. Donc voilà, c'était mon projet. Simplement, au moment où moi j'ai commencé mes recherches, j'ai été affecté à une équipe au Crédoc. Cette équipe venait d'achever un gros travail d'enquête et était en train de se reconstruire, de construire une nouvelle équipe en vue d'un futur travail, mais qui n'était pas encore défini. De sorte que le président d'alors m'a dit, bon, écoute, il est venu me trouver un peu avant la rentrée des classes, en septembre. Il m'a dit, écoutez, Lévy-Garbois, voilà, c'est dommage, je pensais que vous pourriez vous former, mais les conditions ne sont pas idéales. Alors, bon, je vous propose plutôt d'entrer à la rentrée à l'école, à l'ENSAE, qui est l'école de l'INSEE, l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. Voilà. Et vous pourrez être un élève libre dont vous aurez le diplôme dans 2 ans. Donc, tu es rentré en 2e année. Je suis rentré en 2e année. Et là, tu vas connaître 2 autres polytechniciens célèbres qui sont Malinvaud et Allais. Allais ayant été lui aussi un autodidacte en économie. Hein. Voilà. Alors, ça a été mes professeurs, d'ailleurs, à l'ENSAE. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour décider entre les États-Unis et ça. Bon, ne connaissant rien ni personne, finalement, j'ai suivi le conseil de... parfois, je l'ai regretté un peu. C'est sûr que ça m'aurait facilité la vie d'avoir été tout de suite aux États-Unis, mais bon, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis retrouvé avec Allais, Malinvaud et d'autres professeurs, d'ailleurs fort savants et fort intéressants. Bon, mais en même temps, un petit peu, comment dire, pas tout à fait satisfait. Je trouvais ça un peu scolaire, à vrai dire. Bon. Donc, j'avais envie d'autre chose, peut-être. Hein. Mais enfin, j'ai fait ça et ça m'a formé, et bien que, par exemple, l'enseignement d'économétrie à l'époque n'était pas encore très développé, c'était tout embryonnaire. L'enseignement d'économie, de microéconomie notamment, puisque c'est là-dedans que je vais me spécialiser plus tard, cet enseignement m'intéressait, mais il était quand même très abstrait. La microéconomie, c'est l'analyse de comportement des agents économiques, c'est-à-dire ça peut être les entreprises, ça peut être l'État, ça peut être le ménage, etc. Effectivement, l'économie procède, enfin je le dis pour ceux qui ne seraient pas des économistes et qui suivraient cet entretien, l'économie procède un peu par agrégation, c'est-à-dire qu'on étudie les comportements des agents élémentaires et ensuite, par agrégation de ces comportements, on étudie celui des marchés, celui de la nation tout entière, du pays tout entier. Voilà. En tout cas, ça, c'est l'approche dite microéconomique. À côté de ça, il y a des approches différentes, comme l'approche dite macroéconomique, où on étudie directement le tout sans regarder trop les parties. Voilà. Alors, donc, moi, c'était tenté, parce que c'est ce que je faisais notamment au Crédoc, je regardais beaucoup plus les comportements individuels, donc j'étais tenté par la microéconomie, et je pense que naturellement, j'étais tenté par les relations humaines, presque interpersonnelles, sans le savoir tout à fait. Donc voilà, donc c'est ça qui que j'ai fait.
voilà, donc disons que j'ai commencé à effectuer des recherches au Crédoc, que j'ai commencé à publier, etc. Et je me suis passionné de plus en plus pour cela. Mais en même temps, j'étais confronté, dans un centre comme le Crédoc, certes à quelques économistes comme moi, mais peu, mais à des statisticiens purs, à des démographes, à des sociologues, à des psychologues, aussi aux gens, aux administrateurs du commissariat général du plan, puisque nous on dépendait aussi à l'époque du commissariat du plan, des gens qui en fait n'étaient pas formés à l'économie, comme moi, mais je l'étais moi-même assez peu encore, et qui ne comprenaient pas ce qu'un économiste venait faire. Hein, au fond, ils comprenaient ce qu'un économiste pouvait faire pour étudier la conjoncture, pour étudier le comportement des banques ou de la finance ou des choses comme ça, ou des entreprises, mais pas tellement les ménages, les problèmes sociaux, l'éducation, etc. Ils ne comprenaient pas et quelquefois ils considéraient que c'était une approche très très réductrice et ils étaient un peu opposés. Exactement. Il y avait également ce phénomène. C'est d'ailleurs la difficulté que j'ai rencontrée tout au long de ma vie, surtout au début, c'est que les gens ne comprenaient pas l'économie et les économistes. Enfin, ceux qui essayaient de faire de l'économie comme on l'a fait ailleurs, c'est-à-dire dans le monde occidental en tout cas. Bien sûr, il y avait aussi le bloc soviétique, etc. Bon, la planification, mais enfin, ils ne comprenaient pas ça. Bon. Et c'était, disons qu'il y avait quand même beaucoup de positions un peu idéologiques. On nous taxait de libéral parce qu'on essayait de faire de l'économie. Les sociologues étaient parfois assez virulents. Quand on parlait d'éducation, par exemple, un premier résultat obtenu, c'était tout bête, je veux dire, qui n'a pas de... qui n'a rien d'extraordinaire, c'est de dire qu'en moyenne, un diplômé de l'enseignement supérieur gagnera plus qu'un bachelier ou qu'un diplômé du certificat d'études. Bon, ce n'est pas un scoop. Eh bien, ce simple résultat était souvent combattu avec virulence, par exemple, par des psychologues ou des sociologues qui disaient qu'on... Bon, à l'époque, c'était comme ça. Ah oui. Bon, donc ça peut paraître aujourd'hui... Oui, il y avait l'argument, je me rappelle, il y avait l'argument que c'était injuste, et il y avait l'argument aussi qu'ils ne comprenaient pas bien ce qu'était la statistique. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de dire « mais moi je connais quelqu'un avec un certificat d'études qui a un salaire bien supérieur à un autre ». Ils ne voyaient pas l'argument de la moyenne et de la statistique, quelquefois. Hein. Effectivement, donc il y avait beaucoup de malentendus. Et au fond, le travail interdisciplinaire auquel j'étais soumis, c'était un peu comme une tour de Babel. C'est-à-dire qu'on avait le sentiment que chacun parlait de son côté et personne ne comprenait ce que disait l'autre. Et c'est comme je suis resté pendant une vingtaine d'années dans ce cadre, j'ai infusé un peu dans cette problématique et je me suis vraiment peu à peu pénétré de ce que disaient les autres et essayé de comprendre comment réconcilier ces discours finalement contradictoires, puisque tout le monde prétend expliquer la même chose, mais d'une manière qui se contredit. Donc il y a quelque chose, il y a une pétition de principe. Voilà. Alors, en même temps, donc, j'avançais un petit peu ma formation accélérée d'économie. Je continuais à suivre des cours, enfin des TD, des cours à l'université. Et tu en donnais toi-même aussi. Oui, j'en donnais aussi, c'est vrai. Bon, c'est une époque, comme on était un peu tous autodidactes, à moitié autodidactes, finalement, on pouvait à la fois donner des cours tout en en recevant d'autres. Et j'en donnais quelques-uns à Dauphine. Qui était à l'époque considérée comme une fac expérimentale. Voilà. Je ne connaissais pas encore vraiment Paris 1, hein, tout en étant à côté finalement. Voilà. Et à un moment donné, je me suis demandé, bon, il faut la thèse, j'avançais, j'avais travaillé sur l'éducation, j'avais travaillé sur les revenus, la redistribution, les comportements des ménages en général. Et je commençais à avoir une vue, une vision un peu plus claire de ce que
ce qui pouvait réunir tous ces éléments dans une thèse. Donc j'ai eu cette idée à un moment donné, je me dis, je vais faire une thèse sur l'analyse économique de la distribution des revenus individuels, d'un point de vue individuel, alors que le point de vue dominant à l'époque, c'était des distributions fonctionnelles entre les salaires et les profits, par exemple, voilà, des grandes masses. Et là, c'était les distributions individuelles. Et à ce moment-là, j'ai cherché il faut qu'elle soit soutenue à l'université et qui pourra être le directeur. En fait, j'avais déjà bien avancé, en tout cas tout le travail empirique, j'avais déjà une bonne partie de mes résultats. Bon, mais il fallait ensuite encore écrire et réunir le tout. Et ça, c'était en 71, 72 par là. Donc j'avais, à ce moment-là, bon, je me suis renseigné, on m'a dit, le professeur Bartoli était l'homme qui pouvait probablement être mon directeur. Qui était le maître de tous les enseignements d'économie du travail, voilà, à Paris 1. C'est ça. Et je l'avais connu un tout petit peu, enfin de loin, bien entendu, à Polytechnique. Il venait régulièrement donner un amphi d'une heure ou deux, je ne sais plus, avec ses petites fiches. C'était un grand spécialiste, non seulement du travail, mais aussi ce qu'on appelait systèmes et structures, c'est-à-dire qu'il expliquait comment fonctionnaient les différentes économies, l'économie capitaliste, l'économie soviétique, etc., etc. Et c'était très vivant, très intéressant. En même temps, c'était un homme très rayonnant que je trouvais très, très humain et qui m'attirait, donc, de ce fait. Et donc, j'ai été le voir. Je lui ai proposé ma thèse. Je ne le connaissais pas avant. Et comme lui, il ne me connaissait pas. Et je n'avais pas été son élève. J'étais pas... bon, je ne connaissais rien de l'université, en fait. Ou très peu. Mais il m'a tout de suite accepté. Bon. Et je dois dire que bon, notre collaboration a été brève, puisque j'ai rédigé ma thèse, en fait, à partir de là, très rapidement, hein, pendant un été de l'année 72. J'ai d'ailleurs passé un mois à Harvard, où mon frère, qui est aussi un économiste, mais enfin qui a lui fait une carrière dans la banque et pas dans la recherche, se trouvait. Donc j'ai profité comme ça des facilités de leur bibliothèque pendant le mois de juillet, puis je suis revenu en France rédiger tout ça, et à la fin de l'année, en décembre, j'ai soutenu cette thèse. Voilà, avec le professeur Bartoli. Il y avait deux autres membres à l'époque, les professeurs, Christian Morisson, qui était lui-même professeur à Paris 1, et Jean-Claude Escher, qui était professeur à Dijon, mais qui était un grand spécialiste de l'économie de l'éducation, et avec lequel j'ai effectué des recherches en parallèle sur l'éducation. Voilà. Donc, tout s'est bien passé, et voilà. Me voilà ensuite embarqué dans... Je m'étais dit, je pouvais entrer au Sénat, soit à l'université. En fait, ce que je voulais faire, c'était de la recherche. Hein, c'était ça, surtout. Et on m'a dit, écoute, va plutôt à l'université, les carrières sont probablement un peu meilleures, plus faciles ou plus rapides, je ne sais quoi. Bon, c'est tout ce que je savais. Donc, je me dis, je vais à l'université. Il fallait passer seulement le concours d'agrégation du supérieur. C'est un concours, c'est pas une agrégation pour l'enseignement supérieur directement. Qui existait, c'était un concours qui existait pour plusieurs matières pour lesquelles n'existait pas de concours d'agrégation du secondaire. Voilà. Donc ça existait pour les sciences politiques, le droit et l'économie. Donc je l'ai passé dans la foulée, je dirais, l'année suivante, en 1973. Et je me rappelle, il était présidé par le professeur Henri Guiton, qui est lui-même de l'Université de Paris 1, et que j'avais connu un petit peu et apprécié d'ailleurs, qui était quelqu'un aussi de très ouvert, qui je pense a beaucoup Patrick. Le frère du philosophe Jean Guiton. Le frère du philosophe Jean Guiton. Voilà, donc j'ai réussi ce concours. Ça a été d'ailleurs un peu difficile parce que
bon, j'étais pas du tout familier de ce genre d'épreuve. Je savais pas exactement trop ce qu'il fallait faire, parce que, encore une fois, moi, je venais d'un monde tout à fait extérieur, très peu universitaire au départ. Donc, je savais pas très bien comment il fallait se préparer et tout ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Puis tu étais très jeune par rapport à la moyenne d'âge des candidats aussi. Hein. J'étais assez jeune, oui. Bon, voilà, j'avais 27 ans, donc quand j'ai passé ce concours. Voilà. Et donc, j'ai quand même réussi. J'ai été envoyé ensuite à l'université de Brest, en Bretagne occidentale, pendant 2 ans, tout en continuant mes recherches au Crédoc. Donc, j'étais entre Paris et Brest, comme une sorte de turbo-prof, comme on dit. Oui. Mais enfin bon, je passais deux jours par semaine au moins à Brest, sur place. Comme ancien militaire, je descendais au cercle naval, alors c'était pratique. Et en même temps, je préparais mes cours. Enfin bon, c'était une période très intense où je devais à la fois m'initier, enfin préparer des nouveaux cours et en même temps continuer les recherches à un rythme relativement élevé. Mais c'était une belle période. Toutefois, je voulais revenir me rapprocher de Paris parce que c'était quand même fatigant et difficile de tenir à long terme la distance. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir être recruté assez rapidement à l'université de Villetaneuse, Paris-Nord, grâce à Xavier Greff, qui était lui-même professeur à Paris 1, non, qui n'était pas encore professeur à Paris 1, qui était à l'époque à Paris-Nord, mais qui était un disciple, si je puis dire, du professeur Bartoli. Et donc, il m'avait connu de cette manière, j'imagine suffisamment apprécié pour vouloir que je le rejoigne à Paris-Nord. Donc, je suis entré à Paris-Nord. Alors, ça a été difficile d'ailleurs de quitter Brest, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas quitter avant au moins 3 ans, etc. Enfin, il a fallu se battre un peu. Mais j'ai fini par y arriver. Je me suis retrouvé donc à Paris-Nord, dans une ambiance complètement différente d'ailleurs de Brest. À Brest, les étudiants étaient un peu provinciaux, sérieux, prenaient leurs petites notes, etc. À Paris-Nord, ils étaient beaucoup plus revendicatifs, surtout que c'était une époque où on revendiquait beaucoup. C'était l'année 76, c'est ça, par là. Donc, en 1976, il y a eu la plus longue grève à l'époque de post-68. Oui. Qui était menée par des gens, par des étudiants qui ont été très importants ensuite au Parti socialiste, dans les gouvernements de Mitterrand, etc. Bien sûr, oui, bien sûr, je les ai eus. Ils étaient tes élèves. Ils étaient là, et c'était eux qui prenaient le micro au début du cours pour invectiver leurs camarades. Et enfin bon, ça a été une époque assez intéressante. Maintenant, ce que j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, et que je voudrais revenir un tout petit peu en arrière avant d'arriver enfin à Paris 1. Au fond, une des raisons qui m'a poussé à l'université, et ça je ne l'ai pas dit complètement, j'ai dit pourquoi je voulais faire de l'économie, mais je n'ai pas dit complètement pourquoi je voulais faire de l'université, alors que je ne la connaissais pas du tout, l'université française, à l'époque. C'est que je suis un enfant un peu de 68. Hein. Donc, j'étais à l'IX jusqu'en 67 et ensuite à l'ENSAE de 67 à 69. Donc, quand j'étais encore étudiant à l'ENSAE, 68 est arrivé. Et je me rappelle cette époque. Et j'avoue, je l'ai vécu avec beaucoup d'intensité. Oh, j'ai pas jeté des pavés, c'était pas mon genre. Mais j'ai quand même été dans les amphis, enfiévré, écouter les grands discours, etc. Bon, j'étais un jeune, un étudiant comme les autres, donc il y avait un esprit, il y avait un enthousiasme, il y avait quelque chose qui est difficile à décrire aujourd'hui, mais qui était quand même assez envoûtant. Et là, je me suis rendu compte,
puisque je fréquentais les universités, je me suis rendu compte aussi, puis il y avait cette recherche d'égalité, que moi, j'étais un élève issu de grandes écoles, un peu privilégié au fond. Certes, j'avais beaucoup travaillé pour ça, mais enfin, malgré tout. Et je me suis rendu compte que, notamment l'enseignement d'économie, si je voulais le développer, il fallait le développer à l'université. On ne pouvait pas continuer ainsi à, à aider avec des moyens importants une élite, disons 5% de la nation, et laisser 95% sur le côté. Donc ça, c'est une idée très simple, mais très forte, et qui m'a vraiment animé et conduit à l'université, et qui a déterminé un peu tout mon engagement de carrière. Voilà. J'ai voulu, je n'ai plus jamais été ensuite vraiment dans le système des écoles. Je reçois des tas de notes de mes camarades polytechniciens, etc. Ils sont très intéressants, tout ce qu'ils disent et tout, mais je ne me sens pas vraiment, je suis devenu un universitaire. Et ce que j'ai voulu, c'est défendre l'université. À l'époque, elle était encore dans ma matière, c'est pas vrai dans toutes les matières, mais dans ma matière d'économie, elle était encore un peu embryonnaire, naissante. La recherche ne venait pas de l'université, ou peu. Donc, la recherche, l'enseignement de pointe ne venait pas de l'université, venait effectivement des écoles de l'ENSAE notamment, de l'INSEE, de la direction de la prévision du ministère des Finances, etc., mais pas de l'université. Dans ton évolution intellectuelle, avant qu'on arrive sur Paris 1, il y a une chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est d'une part ton passage en 81 ou en 71, non, 80 à Chicago, au moment où tu faisais ta thèse. 80, oui. Non, 71. 80. Ah, c'était 80. Oui, c'était 80. Et d'autre part, ce contact que tu as eu avec un économiste qui travaillait également sur l'éducation, le rendement de l'éducation, etc., que tu as rencontré dans un colloque, je crois, et qui t'a dit « Votre approche est très intéressante, mais peut-être trop perméable à des raisonnements sociologiques, etc. Essayez de plus la fonder sur le substrat le plus fort de l'analyse microéconomique. » Et ça, je crois, ça a été donc un contact très, très rapide, mais qui t'a beaucoup influencé. Oui, comme je l'ai dit, tu fais bien de le rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, la recherche interdisciplinaire dans laquelle j'étais un peu plongé, c'était comme une tour de Babel. Donc c'était très, très difficile de s'y retrouver. Alors j'essayais avec mes moyens, je n'avais pas encore une formation complète d'économiste, mais en même temps, voilà. Donc j'étais un peu influencé par les uns, par les autres. Bon. Et lorsque j'ai fréquenté, rencontré dans des différents colloques, bon, je ne peux pas parler de tout, mais enfin bon, des économistes de pointe internationaux, des gens extraordinaires, vraiment bons, et que notamment l'un d'eux, je me rappelle, Yoram Ben Porat, un économiste israélien, me dit ce que tu viens de rappeler. J'ai compris que, avant de pouvoir faire la synthèse que je souhaitais, je devais devenir un vrai économiste. Et je devais me renforcer, je devais faire mon apprentissage, à côté, bien sûr, des cours que j'avais déjà suivis, mais il fallait que j'approfondisse. Et pendant des années, j'ai lu, en dehors de tout ce que je faisais, bien entendu, par ailleurs, j'ai travaillé notamment les cours d'économie, mais des cours d'économie et de microéconomie surtout, tels qu'on l'enseigne, non pas à la française, c'est-à-dire une économie très mathématique, finalement très désincarnée, mais une économie beaucoup plus proche des faits, beaucoup plus proche, cherchant à la recherche d'explications des comportements, d'explications des faits sociaux. Et c'est ce que j'ai appelé progressivement la microéconomie. J'ai rajouté le mot « appliqué ». Pourquoi appliqué? Parce que justement, c'était pas simplement théorique et abstrait, c'était aussi
avec une volonté de comprendre les phénomènes. Et une application qui ne vient pas simplement en deuxième niveau, mais qui également génère la modélisation qu'on fait auparavant, hein, qui est là dès le départ. Voilà. Ce qui est très typique dans les livres que tu devais lire, les ouvrages universitaires, c'est que dans les ouvrages universitaires anglo-saxons de l'époque, il y avait en permanence des fenêtres indiquant des exemples, c'est-à-dire une page dédiée à un exemple qui était tiré souvent d'un article académique, ce qui n'existait pas du tout dans les ouvrages français. Et donc, l'application était complètement mélangée au texte, elle n'était pas faite après le texte théorique. Voilà, donc c'est un peu cela que j'ai compris, et je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire en France. Et quand je suis même entré... Alors, bon, ensuite, je suis entré à l'université, je reviens là. Je suis entré à l'université Paris 1. Ça n'a pas été facile. Je suis pris à 3 fois. Il a fallu, c'est à la 3e année, 3e reprise, que j'ai été enfin élu. Il fallait à l'époque être élu par la trentaine de collègues professeurs qui vous recevez tous individuellement ou vous parlez au moins au téléphone. Enfin bon, c'était toute une campagne, hein, une campagne pour se faire élire. Et moi, comme je venais de l'extérieur, les gens ne me connaissaient pas tous. Bon, parfois, ils préféraient des gens qu'ils connaissaient déjà, bon, qui étaient d'ailleurs, qui avaient leur mérite, évidemment. Mais bon, donc moi, il m'a fallu que je m'y prenne à 3 fois. Mais je suis entré. Et à ce moment-là, ça a été, bon, la première chose, c'était le choc de la première année. C'est-à-dire qu'en 81, je me retrouve avec la responsabilité de la première année de Sciences Éco, donc à Paris 1, à Tolbiac, Sciences Éco, année qui accueille 1000 étudiants environ, répartis en 4 divisions parallèles. Donc moi, je devais faire le cours d'une de ces divisions, les 3 autres, enfin avec 3 autres enseignants assurant les autres. C'est-à-dire que le programme m'était imposé, hein, c'était un programme un peu les grands courants de la pensée, les 4 grands courants de la pensée, les économistes classiques, Marx, les néoclassiques et Keynes, enfin et la macroéconomie. Voilà. Donc c'est cette figure imposée par laquelle j'ai dû passer. Je m'en suis acquitté comme j'ai pu. En même temps, je devais diriger toute l'année. Il y avait une équipe de 30 chargés de cours et de travaux dirigés. Donc c'était une grosse équipe. La moitié était peut-être plus âgée que moi à l'époque. Donc il fallait... et c'était un enseignement continu sur l'ensemble de l'année. J'étais sur l'ensemble de l'année, effectivement. Voilà. Donc c'était formateur, certes, mais en même temps un peu dur, hein, parfois frustrant. Voilà. Et là, j'ai été peu à peu convaincu qu'il fallait que je bâtisse, il fallait s'y mettre, des cours, notamment en microéconomie pour commencer, puisque ces cours n'existaient pas. Ils étaient fondus dans ce que l'on appelle... il y avait un quart de cette année qui était consacré à ce qu'on appelle la théorie néoclassique, mais qui était en général présentée de manière un petit peu abstraite et parfois caricaturale, et bon, qui ne donnait pas très envie aux étudiants de poursuivre. Donc, j'ai réussi à faire accepter un cours de microéconomie d'abord en 2e année, puis quelque temps après, ça a été aussi en 3e année. Donc, commencer à bâtir un cursus cohérent avec une progression dans cette matière qui peut paraître aujourd'hui étonnant, mais ce qui était le cours qui forme un peu qui est considéré à l'étranger comme le socle, comme le plus formateur de notre discipline, de nos réflexes d'économistes, ce cours n'existait pas en France, à l'université, et pas même d'ailleurs tout à fait ailleurs. Voilà. Oui, à l'époque, l'économie en France, en particulier dans le monde académique, était considérée comme principalement macroéconomique, donc
le devoir de donner des conseils de politique économique à l'État, et on considérait qu'il y avait ce qu'on appelait le no bridge, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas réussir à fonder sur le comportement des agents, finalement, ces conseils au niveau de l'ensemble de l'économie qu'on allait donner à l'État. Donc il y avait cette séparation assez forte entre micro et macro, qui était presque une opposition dans la tête de quelques macroéconomistes. À propos de l'opposition, justement, toutes ces années ensuite, donc dans les années 70, non plutôt 80, les années 80, excuse-moi, et même 90, peu à peu, on a progressé. J'ai progressé d'abord, et puis ensuite, au début, j'étais un peu seul. Et c'était un peu un combat, parce qu'il fallait passer par les conseils du FR, les étudiants n'étaient pas chauds, évidemment, pour introduire des nouveaux cours qui avaient la réputation d'être un peu libéraux. Bon, donc il y avait tout ce biais et cette résistance, cette réticence. En fait, les gens ne savaient pas trop à quoi ils allaient s'exposer, mais enfin, ils avaient un peu peur, voilà. Et il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de persuasion pour faire comprendre. Alors les collègues le comprenaient la nécessité d'un cours comme celui-là, en tout cas une bonne partie des collègues, mais en même temps, ça rompait, ça modifiait les habitudes, ça entraînait des changements de cours pour certains peut-être, enfin je ne sais quoi, de sorte que il fallait un peu se battre pour faire accepter ces changements. Donc ça a été des années de combat un peu, mais en même temps très, très passionnantes. Et il fallait aussi augmenter. Je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas réussir tout seul, donc il fallait du renfort. Hein. Et donc à ce moment-là, j'ai pu faire, notamment, j'ai contribué à faire entrer quelques collègues qui n'étaient pas forcément tous des microéconomistes, mais enfin qui, dans cette mouvance, qui avaient un peu cet esprit, disons, modernisateur, voilà. Donc d'abord, il y a eu Michel Sologoub, que j'avais rencontré quand j'étais encore au Crédoc, en 1983, je crois, et on a tout de suite à la fois sympathisé, on s'est tout de suite sentis sur la même longueur d'onde, et ensemble, alors que j'avais commencé déjà à fonder ces cours de microéconomie à Paris 1, on a décidé de lancer un nouveau colloque annuel qu'on allait appeler les journées, ça dure 2 jours, les journées de microéconomie appliquée. Et on a commencé en 1984 au Mans. Lui-même était en poste au Mans. On a pensé qu'en province, ce serait plus facile. Effectivement, et la première année, on y était peut-être une trentaine de personnes à ce colloque. Je me rappelle, il y avait le professeur Jean Bénard, un grand professeur de Paris 1, comme Bartoli, qui nous avait suivis. Et j'ai beaucoup apprécié et admiré cela, parce que c'était pas courant qu'une sorte de mandarin de l'époque accepte de se joindre à les plus jeunes, parce que le principe de ce colloque, c'est qu'on ne faisait plus de distinction entre les jeunes et les vieux, enfin les anciens et les plus jeunes, les professeurs et les jeunes, enfin, les étudiants ou les doctorants ou les maîtres de conférences et ainsi de suite. Donc chacun arrivait avec sa contribution scientifique, était discuté par tous les autres, sans hiérarchie en quelque sorte préétablie, sinon la hiérarchie de l'excellence, enfin de l'intérêt de sa communication. Voilà. Il faut dire que ces journées de micro-appliquées en sont à leur 35 ou 36e édition. 38e, je crois. 38e, oui. Et que c'est peut-être le plus gros colloque, le plus important colloque français avec celui de l'AFSE. Mais c'est devenu vraiment une référence le plus gros dans le monde colloque académique. Francophone, je le précise. C'est un colloque francophone, ce qui n'est pas toujours le cas de l'AFSE, mais l'idée, c'était peu à peu aussi de relever le niveau,
ce qui s'est fait au cours des années. On sentait chaque année un accroissement du niveau, une amélioration. Et en même temps, il fallait former une communauté de chercheurs, d'universitaires qui dialoguaient entre eux, qui discutaient, qui avançaient tous ensemble. Au fond, c'était ça. L'idée, c'était pas simplement de faire mes propres recherches, mais c'était de fonder un mouvement plus collectif et d'atteindre toutes les universités. D'ailleurs, comme tu le rappelles, on en est, je crois, cette année, à la 38e année. Eh bien, ça continue. Il y a des gens qui reviennent régulièrement chaque année. Moi-même, je suis toujours là. Et toi aussi, d'ailleurs, tu nous as rejoints quelques années après. Bon, après, à Paris, on a été à Paris la 2e année, puis on a été à Nantes. L'organisateur était Claude Médinger, qui est lui-même professeur émérite maintenant à Paris 1, qu'on a pu faire venir à Paris 1 quelques années après. Michel Solgoub aussi, bien sûr, qui est venu à Paris 1 quelques années après. Donc, il y a toute une... comment dire, une armée, pas une armée, mais enfin une toute petite, de gens. Hein, c'est comme la tirade du Cid, nous partîmes 500 et nous vîmes par un prompt renfort, nous vîmes 2000 en arrivant au port. Bon, c'était un peu ça. Il y a eu peu à peu des renforts. On s'est retrouvé avec un groupe de plus en plus structuré, puissant, etc. En même temps, il a fallu continuer à se faire de la place à Paris 1 parce que, en fait, il y avait parfois une certaine, comment dire, coupure entre des blocs. Je ne vais pas parler d'une sorte de Yalta, d'arrangement, mais enfin, il y avait quand même un petit peu, nous on a senti cela, il y avait un petit peu de... des gens qui étaient plus institutionnalistes, d'autres qui étaient plus macroéconomistes ou qui étaient plus abstraits, disons théoriciens. Et puis nous, on arrivait un petit peu au milieu avec notre objectif de faire non seulement de la microéconomie, mais de manière plus générale de l'analyse économique appliquée, en se basant aussi sur les faits et en essayant d'expliquer les faits. Et ce groupe prenait de l'importance, mais il trouvait toujours, il fallait toujours qu'il conquiert un peu les positions qu'au départ étaient occupées par d'autres groupes. Donc c'était pas facile, il fallait qu'on nous fasse un peu de place. Et c'était donc des années qui étaient parfois conflictuelles, même si on s'est toujours entendu. En fait, sur le plan individuel, on s'est toujours entendu avec les collègues. Et moi, j'ai énormément apprécié la compagnie, la société de tous mes collègues, quel que soit leur penchant naturel. On s'est toujours respecté, entendu. C'est ça que j'ai trouvé. Les gens parfois disaient, il y a des conflits, c'est vrai, il pouvait y avoir des moments difficiles, mais en fait, on se retrouvait toujours après. Oui, et puis il y a eu ce lieu commun du Centre d'économie de la Sorbonne, enfin de la Maison des sciences économiques, qui a été créée, qui nous a permis de nous voir en continu, et maintenant de l'école d'économie de Paris. Donc du coup, il y a eu aussi ce facteur de locaux communs qui ont été très importants dans le fait qu'on a pu collaborer. Effectivement, il y a eu tout ça. Il y a eu toute une progression. On s'est d'abord retrouvé effectivement à la Maison des sciences économiques après Tolbiac. C'était un changement salutaire, je dois dire. Donc ça a permis de rapprocher tout le monde. Puis ensuite, c'est vrai, il y a eu la formation de l'école d'économie de Paris, qui a été à la fois une bonne chose, mais en même temps qui a introduit de nouvelles difficultés, de nouveaux problèmes, une certaine cassure, césure entre les gens. Bon, tout ça... Parle-nous, Louis, des groupes de recherche que tu as créés et des diplômes. Oui, alors, voilà. Effectivement, bon, les diplômes, après cela, j'ai créé un DEA d'abord, de microéconomie appliquée, en 90, qui a été d'ailleurs, le concept a été repris un peu dans plusieurs autres universités.
Puis l'école doctorale d'analyse économique appliquée, qui peu à peu a permis un élargissement de nos thèmes. Une équipe, alors le laboratoire de microéconomie appliquée, le LAMIA, qui a été ma deuxième équipe CNRS, parce que j'en avais déjà une première quand c'était au CREDOC, qui à l'époque s'appelait économie sociologique, donc application de l'économie à des thèmes sociologiques. Ça, c'était en 87. Ça, c'était la première était fondée en 77 et la seconde, le LAMIA, était fondée en 86. Voilà. Et ensuite, elle a cédé la place, elle a été encore élargie en 94, je crois. Elle a donné naissance à ce qu'on appelle l'équipe Team, qui a accueilli l'équipe des gens en économie internationale, en finance à Paris 1, mais qui n'étaient pas eux-mêmes dans des grandes équipes. Et voilà. Et puis à la fin, on s'est tous retrouvés dans le centre d'économie de la Sorbonne, notamment après la formation de l'école d'économie de Paris. Voilà. Donc tout ça, ça a été un mouvement d'élargissement progressif. Et peu à peu, l'université est devenue une université, je dirais, compétitive, moderne, se comparant très favorablement sur le plan international. Et c'est un peu une de mes fiertés, si on peut dire. Je crois que j'ai pas du tout été seul pour le faire. Beaucoup de gens comme toi-même, et quelques-uns que j'ai cités, d'autres que je n'ai pas cités sans doute, ont participé à ce mouvement. Je crois qu'aujourd'hui, tous, en fait, participent d'une façon ou d'une autre à ce même mouvement. Et puis il y a eu quelque chose de très original qui était le master d'économie psychologique. Alors ça, c'est ma dernière entreprise, voilà. Ma dernière entreprise, parce que j'étais un chercheur, il ne faut pas l'oublier, et à côté de tout ça, j'ai été obligé de faire un énorme détour pour mettre en place des institutions. C'est vrai, mais je n'ai jamais cessé de m'intéresser à mes propres recherches, et notamment l'étude des comportements. Donc très tôt, j'ai donné des cours que j'ai baptisés, par exemple, économie des comportements, et puis je me suis mis à faire aussi de l'économie expérimentale. Alors, notamment, j'ai pu le faire avec un professeur québécois de Montréal, Claude Montmarquette, que j'ai rencontré à Montréal en 87. Disons, on est devenus comme deux frères, un peu. On avait un peu les mêmes façons de voir, les mêmes thèmes et tout. Donc on a travaillé ensemble pendant de longues années, en s'échangeant beaucoup. Il est beaucoup venu à Paris, moi je suis allé aussi à Montréal. Il a connu beaucoup de gens en France, dont toi-même d'ailleurs, et d'autres. Donc, ça a été une des collaborations, il y en a eu d'autres encore, enfin celle-là a été particulièrement importante. Et voilà, donc à un moment, on a découvert l'économie expérimentale. L'économie expérimentale, ça commençait à se développer. En France, c'était encore presque inconnu. Donc, on a été évidemment tout de suite intéressé par ça, parce que c'est un moyen formidable d'observer des phénomènes, d'observer des comportements presque en direct. Voilà, et puis en voyant bien les conditionnements divers à ces tout en contrôlant ce qu'on appelle toutes choses égales d'ailleurs d'habitude, c'est-à-dire en contrôlant en laboratoire un certain nombre de paramètres. Bon, voilà. Et on a tout de suite été convaincus de l'intérêt et de l'importance de cela. En France, on n'avait pas beaucoup de moyens. Alors d'abord, c'est mon collègue à Montréal qui a pu fonder un laboratoire et j'ai pu mener les premières expériences là-bas. Puis ensuite, on a réussi à importer ou à exporter, comme on veut, le concept à Paris 1, avec l'aide d'ailleurs très précieuse de mon collègue Claude Médinger, qui à ce moment-là dirigeait le labo, a pu obtenir des crédits du CNRS, et on a fondé un laboratoire d'économie expérimentale à Paris, qui était le premier à Paris, dans la région parisienne en tout cas, et un des tout premiers en France, et qui continue d'exister aujourd'hui. Oui. Voilà. Et ça,
ça a permis d'aller plus loin, de faire de nouvelles expériences, d'approfondir mes recherches sur l'économie des comportements. Entre-temps, c'est devenu l'économie comportementale, hein, ça s'est appelé comme ça, de l'anglais Behavioral Economics. Et bon, voilà. Donc, je suis un économiste comportementaliste. Et ça aboutit en particulier au Grand Colloque international de 2006 que tu as organisé. Alors, effectivement, il fallait donc développer ça aussi. Ça faisait partie. Après, on avait développé d'abord l'économétrie. Tu en as fait partie. Tu as été un éminent contributeur dans ce domaine. Et puis, il a fallu donc élargir à l'économie expérimentale. Et moi, j'ai organisé un grand... alors, j'ai cherché des psychologues pour ça, parce que je voulais en fait aller vers la psychologie de plus en plus. Et c'était ma véritable... Je découvrais ça comme ma véritable, peut-être mon meilleur talent, en quelque sorte. Donc, j'ai été vers ça, mais je cherchais des psychologues à Paris ou en France, et j'avoue que j'ai eu un peu de mal à les trouver, mais j'ai trouvé assez près, finalement, à l'Université Paris-Descartes. D'abord, il y a eu Christine Roland-Lévy, avec laquelle j'ai organisé un grand colloque de 500 personnes à la Sorbonne et au Panthéon. On avait invité, je me rappelle, Daniel Kahneman, qui venait d'être sacré prix Nobel d'économie, alors que c'était un psychologue au départ. Et on lui a donné, nous, un double doctorat honoris causa, Paris 1 en économie et Paris Descartes en psychologie. Donc c'était une cérémonie tout à fait mémorable et dont beaucoup de gens encore se souviennent. Et voilà, et après ça, je me suis dit, il faut maintenant aller plus loin, il faut bâtir un véritable enseignement. Je pensais que l'économie s'était séparée de la psychologie pendant un siècle plus tôt environ, pour devenir plus abstraite, soi-disant plus objective. Et je sentais le besoin de revenir à la psychologie, disons à un stade ultérieur, en ayant appris beaucoup de choses entre-temps. En même temps, je pensais que c'était une très bonne formation pour des jeunes, qu'après tout, on avait besoin d'économie, mais on avait aussi besoin souvent dans la vie, dans l'entreprise, de psychologie. Souvent, les réformes n'aboutissaient pas parce que on oubliait la psychologie, on oubliait les comportements intimes des gens. Voilà. Et donc, voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. En 2010, j'ai réussi entre Paris 1 et Paris Descartes, à ouvrir le premier master économie et psychologie avec un collègue psychologue de l'Université Paris-Descartes, évidemment psychologue qui était le professeur Todd Lubart, avec lequel je suis toujours en très très bonne relation. Donc ça a été une très belle aventure. C'est un master tout à fait original. Dont il y a eu beaucoup d'étudiants étrangers, hein, je crois. Avec énormément... Enfin, c'est un master qui réunit entre 30 et 40 étudiants par an, mais une vingtaine de nationalités chaque année. Donc c'est quand même vraiment ouvert sur le monde. Alors, les cours sont en anglais. On a tout de suite fait comme ça, parce que c'était le seul moyen d'accueillir des étudiants du monde entier. Bien entendu, en même temps, c'est un moyen pour des étudiants d'apprendre le français, des étudiants étrangers d'apprendre le français, parce qu'ils vont rester au moins 2 ans en France et quelque part, ils vont se familiariser. Et il y en a pas mal qui ont continué à travailler en France, qui ont créé un réseau, etc. Donc c'était une très belle aventure. Et qui venait à la fois d'enseignement éco, de licence de sciences éco, ou de psychologie, ou même d'autres types de formations. Il venait essentiellement, effectivement, soit d'une licence d'économie, soit d'une licence de psychologie. Et il suivait des cours bien sûr, dans leur matière, ils continuaient, mais aussi ils recevaient des cours fondamentaux de la matière qui n'était pas la leur au départ. Voilà. Pour conclure, Louis, parce que je crois que le temps est un peu bon, moi je tire 2 leçons très importantes de toute ta carrière, qui sont d'une part que la recherche a été vraiment l'axe qui t'a irrigué à la fois dans les formations, dans les collaborations que tu as eues,
et évidemment dans les recherches particulières que tu as menées. La recherche a été vraiment le moteur fondamental de toute ta carrière. Et deuxièmement, tu as laissé à l'Institution Paris 1, mais également au-delà, par le JMA, des institutions pérennes, qui sont les divers labos, ce colloque des JMA, les masters qui continuent. Bon, voilà les deux. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme conclusion générale sur l'ensemble de ta carrière, et en particulier sur ton insertion à Paris 1? Ben, je crois que tu l'as bien résumé. J'ai voulu faire quelque chose. J'ai été animé comme une sorte d'enfant de 68, mai 68. J'ai été animé par une sorte d'idéal. Hein. Dans ma génération, il y en avait quelques-uns comme ça. J'en ai fait partie. Et ça m'a permis d'accepter des coûts élevés. Je ne pensais pas qu'il aurait fallu passer autant de temps, autant de combats, pour arriver à bâtir quelque chose qui dépasse ma personne, qui soit collectif et qui puisse durer. J'ai eu la chance que ça répondait à un besoin ressenti par beaucoup d'autres. Et en même temps, donc, ça a marché. Un certain nombre de choses, en tout cas, ont marché. Et aujourd'hui, elles se poursuivent. Le master continue sous la houlette de mon collègue Nicolas Jacquemet. Le laboratoire d'économie expérimentale continue. Et aujourd'hui, on accueille même des psychologues au Centre d'économie de la Sorbonne grâce à Jean-Christophe Vergniaud, notre collègue au CLRS. Et voilà, et ainsi de suite. Les journées de microéconomie appliquée, ce n'est plus moi qui m'en occupe, bien que je participe encore. Et on a trouvé également des successeurs, etc. Donc, il y a des choses qui continuent. J'espère que l'université française, elle s'est entre-temps transformée. Et ma grande fierté est que la recherche se fait maintenant à l'université, essentiellement, pas seulement, mais essentiellement, ce qui n'était pas du tout le cas lorsque j'ai commencé ma carrière. Voilà, je crois que c'est tout ce que je pourrais dire. Merci bien.